Très bien, bien. Bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'opération collective que nous organisons MFQ Rhône-Alpes en partenariat avec l'AFNOR et que nous prévoyons de lancer d'ici fin avril. On reviendra sur le calendrier de cette opération au cours du webinaire. Simplement, avant de démarrer, alors je voulais donner quelques règles de bonne conduite et quelques éléments sur la logistique et le déroulé. Alors, pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, de bien couper les micros, si c'est possible. Et vous pouvez remettre vos noms pour que vous puissiez avoir vos noms et prénoms quand c'est possible en utilisateur pour qu'on puisse bien identifier quand vous posez des questions qui parle. Vous pourrez vous poser vos questions à différents moments pendant le webinaire, soit à l'oral, on n'est pas trop nombreux, donc ça peut être pas mal d'échanger à l'oral, soit sinon par chat. On tenait également à vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera ensuite accessible à tous sur Internet sur la chaîne YouTube de France Qualité. Enfin, vers la fin du webinaire, Chloé Brousseau, qui est connectée actuellement, qui fait partie de l'équipe du MFQ Rhône-Alpes, vous enverra dans le chat un lien avec un questionnaire d'évaluation et de satisfaction qu'on vous remerciera de bien vouloir remplir. Forcément, vous êtes un webinaire AFNOR MFQ Rhône-Alpes, donc on a besoin de nos questionnaires de satisfaction, d'avoir nos indicateurs pour pouvoir ensuite poursuivre notre travail. Voilà, je vais laisser, pour ceux qui sont déjà dans notre réseau, vous le savez d'ailleurs déjà un peu, nous avons une vraie volonté au sein du MFQ Rhône-Alpes de mobiliser les organisations de la région, que ce soit des organisations privées ou publiques, dans l'implantation durable d'une démarche qualité de vie au travail et de favoriser les échanges de bonnes pratiques sur cette thématique. C'est donc dans cette ligne que nous avons travaillé avec le groupe AFNOR, qui est un adhérent et un partenaire historique de notre réseau. Le programme de l'heure que nous allons passer ensemble, parce qu'on est sur un format d'une heure de 14 heures à 15 heures, va se faire avec ce programme-là. La première partie avec notre vision de la qualité de vie au travail, notamment en lien avec la norme canadienne. Puis ensuite, vous aurez 2 témoignages d'organisations qui ont mis en œuvre cette démarche au sein d'une autre région, avec des illustrations concrètes sur ce que ça leur a apporté, sur la manière dont ça s'est déroulé. Et enfin, nous vous présenterons, en l'occurrence, le groupe AFNOR, donc Frédéric Mounier et puis Émilie Parnière, vous présenteront en détail la formation action, la formation collective que nous vous proposons en 2021 à ce sujet. Je vais laisser la parole à Frédéric Mounier de l'AFNOR, qui va se présenter et présenter sa vision de la QVT. Oui, merci Audrey. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Mounier, consultant développeur au sein d'AFNOR Compétences depuis 2013 maintenant. À ce titre, j'ai eu l'occasion donc d'accompagner un certain nombre d'organisations dans la mise en œuvre, plus classiquement, de systèmes de management, qui est un peu notre cœur de métier, d'activité. J'entends par là les démarches qualité, sécurité, environnement. Responsabilité sociétale aussi des organisations, avec l'ISO 26000 notamment. Et par extension de cette notion de responsabilité sociétale, assez tôt, dès mon arrivée à l'AFNOR, le déploiement en France d'une norme québécoise, dont on va parler dans la suite de la webconférence. Une norme québécoise qui a donné lieu à un partenariat entre la France et le Québec dès 2012, de mémoire. Pour déployer la qualité de vie au travail selon ce référentiel. Et donc, j'ai été en charge, dès mon arrivée, d'adapter en fait cette norme à la culture française et puis de la promouvoir le plus possible, voilà, pour profiter de cette belle avancée normative québécoise qui avait déjà depuis 2008 fait ses preuves en termes de résultats. Donc, ce qui m'a permis d'accompagner un certain nombre d'entreprises sur ce sujet de la QVT, dont Roman Maurice et Hervé Ticta, qui vous témoigneront de leur retour d'expérience concernant cette démarche.
Alors, juste pour dire deux mots, et peut-être je préciserai après dans les diapos qui suivent, mais la notion de santé aujourd'hui est, on va dire, au cœur des discussions, hein, puisqu'on le vit pleinement avec la crise sanitaire auquel on est tous confrontés. On comprend bien aujourd'hui l'importance hein, d'avoir du personnel en santé, en capacité de travailler. Et la norme québécoise, à travers son approche, appréhende cette dimension de santé globale depuis longtemps, puisqu'elle a une logique de prise en compte de la santé, à la fois d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. Et dans ce sens, elle va aller chercher les conditions favorables à la santé au sein de l'entreprise, dans l'organisation même du travail, mais également dans la façon dont les collaborateurs prennent en charge leur santé quelque part. Et ce qui est, j'allais dire, un petit peu différent de ce que l'on a pu appréhender, notamment à travers le Code du travail, par exemple, en France, c'est on est dans une logique à la fois d'une approche holistique de la santé, c'est-à-dire qu'on la considère dans sa globalité, y compris à travers les habitudes de vie des personnes, et pas uniquement dans la sphère liée à l'environnement de travail d'une part, et puis d'autre part, ce qui est innovant dans cette approche québécoise, c'est qu'il y a une logique de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus à opposer la responsabilité de l'employeur et celle du salarié qui, par subordination, doit voilà, disposer d'un environnement tel que l'employeur sur lequel l'employeur s'engage. Il y a aussi une responsabilité individuelle de chacun à veiller à sa santé et à disposer de ce fait d'un environnement collectif qui le permette. Et donc cette approche de double responsabilité ou de co-responsabilité, voilà, elle est clairement portée par la norme québécoise et elle s'appuie du coup par une notion de participation. On va chercher à ce que chacun finalement s'approprie cette question de santé pour soi-même, à commencer voilà, par soi, bien entendu, pour celle des autres évidemment, et participe à travers ce partage finalement, cette approche collective aussi à ce que l'environnement de santé soit favorable pour tous. Et évidemment, la responsabilité de l'entreprise dans ce cadre-là est de mettre à disposition cet environnement favorable pour que chacun puisse œuvrer dans ces sujets de santé. De manière volontaire, évidemment. Hein. Là-dessus, on est sur une démarche volontaire, ça c'est important de le préciser. Ce qui veut dire qu'on est sur un projet d'entreprise, concrètement. Un projet d'entreprise qui se veut structurant, qui a pour vocation vraiment à faire en sorte que les questions de santé, telles que je les ai décrites, soient prises en compte et soient effectives et puissent être portées à la fois par l'entreprise, mais par les collaborateurs eux-mêmes également. Voilà en quelques mots. Je rappelle juste quand même la définition de la santé selon l'OMS, hein, qui est une définition qui date de 1947, mais qui n'a pas pris une ride. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc il y a la dimension sociale hein, qui était déjà présente et qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc cette dimension sociale aujourd'hui, elle prend pleinement de son sens à travers l'isolement dont certains peuvent subir les effets aujourd'hui avec cette crise sanitaire. On voit bien l'importance, en tout cas, du lien social, entre autres. Hein, on parle parfois de problématiques de harcèlement, d'isolement ou de stigmatisation, hein, ou de conflits avec d'autres personnes. Donc, on est aussi sur cette dimension-là. Hein. Voilà, en quelques mots. Audrey? Oui, bah, c'est tout bon, Frédéric. Oui. Si tu veux, je peux Alors, laisser la je peux. main. Vas-y. Oui, bah justement, effectivement, merci de me le rappeler. Donc, pour illustrer un peu plus précisément ce en quoi la démarche consiste, je propose à Hervé Ticta de nous faire part de son expérience personnelle hein, sur ce sujet et de nous expliquer en quoi l'approche québécoise a pu répondre à ces attentes. Oui, Hervé, bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Alors, je vais d'abord un peu présenter le GCMS du Grand Lille. Le GCMS du Grand Lille, c'est 22 EHPAD de la fonction publique hospitalière du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, ça représente à peu près 1600 personnes âgées qui sont hébergées dans nos établissements pour environ 1200 professionnels. Voilà, donc on travaille avec des personnes âgées dépendantes, souvent avec des polypathologies, donc dans un contexte qui est assez difficile, vous le savez.
sur le plan des moyens qui sont à notre disposition. Donc ça explique un petit peu la raison d'être de ce groupement, qui est un groupement d'intérêt pour des établissements autonomes qui cherchent à coopérer, à mutualiser, de manière à être plus forts et plus performants ensemble. Et on l'a fait notamment sur le plan de la qualité de vie au travail. Alors, pourquoi avoir choisi cette démarche en particulier? Parce que je crois savoir qu'il y a d'autres façons finalement de prendre soin de son personnel. Qu'est-ce qui t'a amené en particulier à mettre en œuvre cette démarche? Bah, là, évidemment, il y a plusieurs façons de prendre soin de son personnel, mais disons que la démarche elle vient logiquement d'une volonté de bien-traitance des personnes âgées, en fait. Si on veut un environnement bienveillant et bien traitant pour les personnes âgées, pour que ça fonctionne, il faut un environnement bienveillant et bien traitant pour les salariés d'abord, pour les professionnels. Donc, on ne peut pas demander à des gens qui ne se sentent pas bien traités d'être bien traitants. Donc, c'est cette logique-là qui était à la base. Et l'impulsion doit venir de la hiérarchie. C'est ce qui est effectivement qui transparaît dans la norme québécoise, c'est que finalement ça se fait avec une implication de la direction qui est totalement associée en fait à l'ensemble de la démarche, évidemment. Et donc disons que pour qu'il puisse y avoir une impulsion de la hiérarchie vers le terrain opérationnel, on construit en fait cette logique, cette méthodologie ensemble. Et donc la volonté, c'est tout simplement de permettre au personnel d'exprimer son potentiel. Voilà. Donc après, logiquement, j'avais moi travaillé sur mon établissement, sur des projets QVT, et en fait après, j'ai proposé qu'on le fasse au niveau du groupement de manière plus partagée. Mais disons, voilà, moi ce qui est important, je pense, d'entendre, c'est que l'impulsion doit venir de la hiérarchie pour atteindre le terrain avec une forme de légitimité en fait. Ouais. On est d'accord qu'on est plus dans une logique de prévention que de réparation hein, dans cette approche de la santé et du bien-être. Oui, absolument. On est dans la construction. Ah, je vous prie de m'excuser, j'ai des petits bruits de perceuse pas loin, mais c'est comme ça. Si un souci vous me le dites, je reprendrai plus tard. Hein. Mais si vous m'entendez, je continue. Oui. Donc en fait, l'idée, effectivement, c'est d'être dans une forme de prévention et surtout d'une forme de participation. C'est-à-dire que dans le fonctionnement en fait, de la norme, il y a la mise en place en fait, d'un chef de projet, d'un responsable du projet QVT qui va être un peu le bras droit du dirigeant de l'entreprise, en ce qui me concerne du directeur d'établissement. Et donc, ce chef de projet, effectivement, va structurer la démarche et de cette manière, va aller chercher les informations auprès des salariés pour construire cette démarche QVT avec eux. Donc, oui, on est effectivement dans une forme de prévention. On n'est pas dans un constat de... Alors oui, on peut l'être aussi dans une... Alors, vous savez, la prévention, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, etc. Mais là, l'idée, effectivement, c'est de prendre le pouls régulièrement de ce qui se passe au niveau des services et de répondre, en fait, aux observations, aux problématiques qui se présentent. Donc, dans ce que j'entends, il y a l'idée d'un dialogue hein, qui s'instaure entre la direction et le personnel pour recueillir notamment les attentes de manière anticipée, finalement, avant que les personnes, par exemple, soient en burn-out ou dans des situations extrêmes. Et ce questionnement, cette écoute de la direction et ce dialogue qui peut s'instaurer, si je comprends bien, alimente des actions de prévention qui vont permettre d'éviter que le climat se dégrade, que l'absentéisme augmente, ce genre de choses. C'est bien ça? Oui, l'idée, c'est d'avoir une démarche constante. C'est d'avoir une démarche constante de dialogue autour de la question de la qualité de vie au travail. D'accord. Et orchestré par le chef de projet, du coup. Oui, c'est-à-dire que le chef de projet qualité de vie au travail va, lui, organiser cette collecte d'informations de manière régulière et après, en lien avec la direction, évidemment, mettre en place des plans d'action pour répondre et pour tester des solutions. Donc c'est ça qui est chouette dans cette organisation-là, c'est que l'idée, c'est vraiment que les professionnels se sentent totalement légitimes pour dire on a imaginé des solutions aux problématiques qu'on a pu rencontrer et qu'on puisse ensemble les tester concrètement. Ouais. Donc il y a une idée d'approche itérative aussi un petit peu dans ce que je comprends, c'est-à-dire qu'on se donne le droit aussi de ne pas forcément trouver toujours les formules magiques qui vont régler les problèmes, mais au moins de s'appuyer sur les demandes, sur ce qui est exprimé et de proposer des solutions qui permettent de les traiter. Oui, c'est très pragmatique, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment concrètement de faire avancer les choses. Avec l'expérience, je me dis vraiment qu'aujourd'hui, vous savez,
D'habitude, on a tendance à recourir à des audits énormes. Parfois, on identifie 25 sujets de préoccupation. Il faut prioriser, ça prend un temps fou. Et parfois, il suffit simplement de se consacrer à une priorité, de convenir d'un problème ensemble, de le régler. Et là, concrètement, on avance. Et après, on lance cette dynamique qui fait que derrière, c'est plus facile de continuer cette démarche. Est-ce que ça veut dire que ça laisse une certaine part d'initiative aux collaborateurs sur le fait de proposer des actions d'amélioration pour leurs conditions de travail, quelque part? Alors oui, j'ai l'impression que c'est même le but. C'est-à-dire que pour moi, la qualité de vie au travail, alors c'est ma vision des choses, mais en tout cas, elle passe nécessairement par le fait que chaque acteur se sente légitime pour participer à la construction de cette démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche qu'on va construire pour les gens sans les concerter. Vous savez, c'est un projet partagé. C'est un projet où chacun se sent légitime pour donner son avis, quelle que soit sa place, sa fonction dans l'organisation. Et du coup, on voit que la direction a plus un rôle de soutien ou de sponsor de la démarche pour aider à la mise en œuvre, mais n'impose pas finalement sa vision de ce que pourrait être la santé, le mieux-être, et laisse aussi la liberté ou la possibilité au personnel de l'exprimer par lui-même et d'y pourvoir quelque part. Oui, globalement, l'idée dans les services pour travailler sur les organisations, c'est évidemment d'écouter les professionnels qui ont l'expertise du terrain et de s'appuyer sur ce qu'ils vivent. Après, la direction d'établissement reste totalement responsable et doit prendre ses décisions. Et donc oui, le choix revient toujours à la direction de s'orienter vers telle ou telle solution. Mais ça se fait d'abord dans un dialogue. Oui, absolument. J'insiste sur cette approche-là parce qu'on a vu dans beaucoup de démarches de qualité de vie au travail des décisions qui étaient plutôt de l'ordre descendante, c'est-à-dire que la direction pensait en proposant un certain nombre de solutions pouvoir répondre à des besoins et des attentes qui parfois s'avéraient pas exactement en lien avec les attentes réelles du personnel. Et puis, pouvait même parfois avoir l'effet inverse de décrédibiliser un petit peu la démarche. Donc là, on est sur une logique différente de dialogue, de concertation, de validation par la direction, tu le disais, puisqu'elle est souveraine, c'est bien ça? Oui, absolument. Mais il n'en demeure pas moins que l'impulsion, pour moi, doit venir de la gouvernance, en fait. Bien sûr. Et vraiment, c'est en disant, écoutez, nous, on met en place cette démarche, vous aurez l'occasion de vous exprimer, on va tenir compte de ce qui va être dit et on va faire des choix ensemble, des choix d'orientation, de modification de l'organisation, etc. Ça reste quand même une démarche qui a besoin, en fait, d'être soutenue, effectivement, par la gouvernance des structures. Et quels étaient du coup les résultats attendus par la direction? Enfin, y en avait-il? Et si oui, lesquels? Alors, en ce qui me concernait, la démarche qu'on a pu mener au niveau du groupement, donc ça concernait 22 établissements avec des directeurs qui ont tous des situations différentes. Et donc, on a fait un projet qui était plutôt partagé. Il y a plusieurs attentes, en fait, évidemment, mais elles sont assez communes dans les EHPAD, en fait. Généralement, c'est plutôt le fait d'être attractif au niveau des professionnels, de fidéliser les agents qui ont des compétences et de faire en sorte que les gens soient bien au travail et puissent bien s'occuper des personnes âgées qu'on héberge, tout simplement. D'accord. Donc, le retour que moi je peux faire, en tout cas, quelque chose de très concret qu'on a pu mettre en place, parce qu'effectivement, c'est un énorme projet qu'on a mis en place sur les 22 établissements et il y a eu beaucoup de retard en raison du Covid, évidemment, notamment pour tout ce qui était action collective, mais on a mis en place des salles de sport pour les professionnels, en fait, donc, qui sont en train de s'équiper. Et moi, j'avais eu cette expérience-là dans mon EHPAD initialement. Et oui, effectivement, il y a un véritable impact parce qu'on permet aux professionnels, et qui en plus en temps de Covid où les salles de sport étaient fermées, d'accéder à une activité physique. Alors évidemment, c'est très intéressant sur le plan de la gestion du stress, sur le plan des troubles musculo-squelettiques, sur le plan de la santé en général, on le sait, et on le répète ces derniers temps de plus en plus que l'activité physique conditionne vraiment la santé. Mais au-delà de ça, moi j'ai vraiment vu un effet sur l'attractivité parce qu'effectivement, quand on recrute, le fait de dire écoutez, vous pourrez accéder à des activités de ce type-là, ça aide, quoi. C'est un argument. Ouais, c'est un argument, et puis d'une certaine manière, c'est la preuve qu'on se soucie du bien-être des personnes et qu'on cherche à trouver des solutions concrètes. Voilà. Et ça fait du bien, je pense, en tant que professionnel, de savoir que sa direction, en fait, essaye de vous mettre dans les meilleures conditions.
Et de ce point de vue-là, quelle perspective tu vois par rapport à la démarche initiée? Comment tu envisages l'avenir, et y compris à distance notamment, par exemple, hein, puisqu'on est aussi Ouais. dans ces problématiques-là? Disons que moi, sur le groupement, j'ai vraiment la chance d'avoir des directeurs qui ont vraiment intégré la démarche, qui ont vraiment pris conscience de l'intérêt de cette démarche et de l'intérêt effectivement de travailler sur les ressources humaines, sur le groupe 2 en fait, c'est-à-dire finalement on a beaucoup travaillé sur les économies d'échelle, sur les mutualisations, les marchés communs, etc. Et aujourd'hui, on sait vraiment que c'est là où on va pouvoir avancer, c'est sur les ressources humaines. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en perspective. En fait, on a pour projet de créer des interfaces numériques pour faciliter les échanges et la collaboration entre les établissements. On va faire du benchmarking interne au niveau de la QVT, c'est-à-dire qu'on va permettre aux différents services en fait, de se rencontrer, alors à distance ou pas. On verra comment ça évolue, mais en tout cas d'échanger sur leurs pratiques QVT justement et de se donner des bonnes recettes, et notamment quand il y a des nécessités de modifier des organisations, d'aller voir un petit peu comment ça se passe dans d'autres établissements, de comparer et de faire sa recette à soi à partir de l'expérience des autres, ce qui est d'abord valorisant aussi pour ceux qui partagent leur expérience, mais qui est très intéressant pour les professionnels qui, encore une fois, peuvent concrètement s'appuyer sur l'expérience de leurs collègues pour participer à la construction de leur nouvelle organisation quand la direction donnait cette orientation. En t'écoutant, j'ai l'impression que ce que tu évoques illustre totalement l'évolution qu'on évoque parfois de la notion de ressources humaines vers la notion de relations humaines. Est-ce qu'on est de cet ordre-là? Oui, totalement, puisque de toute façon, c'est la grande richesse c'est la qualité des relations humaines, effectivement, que ce soit entre collègues dans un même service, la solidarité qui peut s'exprimer, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Et nous, on le sait, puisqu'on travaille avec des personnes dépendantes qui comptent sur nous. Et la qualité de la relation du soin, du prendre soin, pour nous, c'est l'objectif final. Ouais, c'est cette qualité-là. Donc, la qualité du prendre soin, comme je le disais, il faut qu'elle soit légitime. Et pour être légitime, il faut que chacun prenne soin les uns des autres, c'est-à-dire on prend soin de ses collègues et on prend soin en tant que manager de ses équipes, et en tant que dirigeant, on prend soin de l'ensemble de ces professionnels. Et donc le prendre soin, il doit être à tous les étages. C'est pour ça que je disais que c'était super important que l'impulsion vienne de la gouvernance, en fait. Oui. Et au-delà de ça, effectivement, après, l'idée, c'est on va s'entraider aussi entre collègues de différents établissements. Et je pense que c'est aussi intéressant dans un secteur donné, alors nous c'est les EHPAD, mais je pense dans d'autres secteurs aussi, de pouvoir avoir des échanges de bonnes pratiques autour de la qualité du travail. Voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaie de mettre en place maintenant. Je note l'idée d'exemplarité aussi de la direction, hein, que tu évoques à travers tes mots, et le fait de l'incarner aussi à travers les modes de gouvernance, finalement. Hein, c'est ça. Oui, c'est difficile de dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Voilà. On le sait tous. On est d'accord. Mais oui, bien sûr. Très bien. Écoute, merci beaucoup Hervé pour ton témoignage. Audrey, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut poser la question aussi à Romane Maurice, hein, qui intervient auprès de la région Normandie. Tout à fait. Bah oui, en effet, ça permet de faire le lien. Je te laisse faire le lien. La transition. Voilà, la transition. Romane, vous pouvez peut-être enlever votre micro pour être sûr qu'on puisse bien vous voir. Voilà. C'est bon. Allez-y. Oui, Romane, juste peut-être 2 mots par rapport à la région Normandie. Donc, j'ai eu le plaisir, et j'ai toujours le plaisir de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette norme québécoise. Qu'est-ce qui a poussé la région Normandie à s'inscrire dans une démarche pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Bonjour à tous déjà. Je pense que vous allez entendre quelques répétitions entre guillemets, mais ça prouve que la norme est correcte et tout se passe en bonne condition, parce que voilà, je me suis beaucoup retrouvée, et la région se retrouve beaucoup dans ce que M. Steka a pu dire. Au niveau de la région Normandie, du coup, on a une démarche voilà, sur le principe entreprise en santé qui s'appelle Région en santé.
Au niveau du contexte, ça a été assez simple. On se doute bien qu'une politique comme celle-ci débarque pas de nulle part. C'est pas un matin, on se réveille, on dit tiens, on va partir là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. De notre côté, en 2016, voilà, réforme de l'organisation territoriale, ça a amené beaucoup de changements. Fusion des deux ex-Normandie, haute et basse. L'enjeu principal, unifier les modes de fonctionnement, de gestion, pour façonner une culture commune. Et puis, on est service public, hein, donc assurer une continuité de manière équitable. Honnêtement, ça n'a vraiment pas été simple. Toutes ces mutations rapides, ça a amené beaucoup d'appréhension de la part des agents qui, du jour au lendemain, changeaient beaucoup de choses dans leur façon de faire. Des choses très pragmatiques, mais les salaires n'étaient pas les mêmes entre l'ex-haute et l'ex-basse. Donc, on le sait, hein, ça peut amener beaucoup de questionnements. On va dire qu'à la suite de cette fusion, la collectivité s'est dit on ne peut pas mettre des choses en place sans demander en fait l'avis aux agents. Donc là, un très grand audit de climat social a été mis en place, simplement en fait pour savoir ce dont il y avait besoin, ce qu'il fallait, etc. Donc là, ça a permis de mettre en avant plusieurs éléments saillants sur lesquels travailler. On ne parlait pas encore de région en santé, mais on va dire que ça a été les premiers éléments pour dire, voilà, on se rend compte que c'est en demandant aux agents ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin que ça peut avancer. Pour le petit exemple, donc on est 5000 agents à la région, avec 2 corps de métier principaux. On va dire qu'on a tout ce qui est administratif, qui représente à peu près 1200 agents. Sur les 2 sièges, donc Caen et Rouen, plus 7 antennes et une antenne à Bruxelles. Et à peu près 4000 agents qui sont donc en lycée, donc sur 150 lycées au sein de la région, avec des métiers très techniques, donc maintenance, restauration, agents d'entretien. Je ne vous apprends rien en vous disant que ces agents n'ont absolument pas les mêmes besoins, les mêmes envies. On parle de la dichotomie très simple de administratif et maintenance ou technique. Il y a une autre dichotomie, c'est l'agent qui travaille en grande ville ou l'agent qui travaille en campagne n'a pas non plus les mêmes besoins. Donc, c'était vraiment prendre en considération chaque personne, la différence des personnes et les besoins des personnes. Et c'est vers 2018 à peu près qu'on s'est vraiment rapproché de l'AFNOR et du coup qu'on a créé cette démarche donc de transformation managériale. Ah, je crois que M. Mouillet n'est plus là. On a perdu Frédéric. Sinon, je vais... C'est pas grave, je prends la suite. Vas-y, Émilie. On a des doublons, en fait, donc pas de souci. Je te laisse, Émilie. Bonjour à tous, moi je suis Émilie Pernière, je suis à AFNOR Auvergne-Rhône-Alpes, collègue de Frédéric. Donc Roman, on voit bien le contexte dans lequel a pu naître cette démarche, même les attendus initiaux, mais concrètement, comment vous avez procédé pour la mettre en œuvre, pour la déployer dans toutes ces entités différentes que représente la région? Alors, premièrement, il y a eu donc l'audit dont j'ai parlé qui vraiment était la base de tout. Parce que voilà, avec 5000 agents répartis dans tout le territoire, on avait besoin d'éléments globaux. Et après, c'est vrai qu'on est assez friand à la région de questionnaires, de demander l'avis, de prendre la température, un peu tout le temps. Ça plaît bien, donc on continue. C'est vrai que... en fait, c'est vraiment cette participation et la démarche participative, comme vous pouvez le dire, M. Titeka, qui fait la beauté de ce genre de démarche qualité de vie, où, de toute façon, sans que les agents soient acteurs, ça ne peut pas avancer et ça ne peut pas être cohérent, tout simplement. Donc, nous, voilà, on a fait passer pas mal de questionnaires et c'est surtout mettre en avant que, de toute façon, ils sont acteurs. Et c'est comme ça que les bases ont été amenées avec des objectifs... très simple, hein. Alors certes, on parle de démarche QVT, je ne vais pas mentir, il y a forcément un investissement économique qui est là au début, mais avec des objectifs qui sont très concrets, hein. On a l'amélioration du fonctionnement et de la qualité des décisions, et sur des choses économiques également, on est sur de la diminution de l'absentéisme, la réduction des dépenses de santé et des coûts de santé, accidents de travail, maladies professionnelles, et on sait que ça peut être un gouffre énorme pour les entreprises. Et je rejoins également ce que disait M. Teka, on est aussi sur forcément une image, une attractivité de la collectivité pour déployer une marque employeur. Et voilà, nous, on veut aussi également... on est sur, alors,
ceux qui connaissent un petit peu l'environnement collectivité savent que ce n'est pas forcément l'endroit où les jeunes diplômés vont le plus facilement. Pourtant, j'en suis l'exemple. Hein. Je suis diplômée depuis 2 ans et demi seulement. Donc, et pourtant, je suis en région. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'endroit où ça donne le plus envie actuellement. Donc, nous, c'est là-dessus aussi où on veut travailler, en fait, en disant que voilà, on a une démarche qui est dynamique, où voilà, ce qui est important, c'est simplement le mieux-être des agents, qu'ils aient tout à leur disposition en fait pour travailler au mieux. Et c'est vrai que la finalité de ce genre de projet, c'est que tout simplement les agents puissent garder et avoir dès le début du sens dans leur travail et qu'ils perdent pas cet objectif. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on perd le plus d'agents. Par contre, j'utilise beaucoup le terme agent et pas le terme salarié. Hein, donc vous comprendrez le distinguo à faire. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion, hein, donc je vous ai quitté quelques secondes, quelques minutes. Roman, en t'écoutant, je me demandais si finalement c'était pas en lien aussi avec une évolution du rapport au travail qu'on pouvait avoir, que les agents pouvaient avoir. Est-ce que tu confirmes cette idée-là, qu'on n'a pas le même rapport au travail aujourd'hui qu'il y a quelques décennies? Alors personnellement, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a aussi sûrement une question de mon âge, hein, qui n'est pas forcément toujours le plus simple, et pourtant on continue. Mais voilà, j'ai 26 ans, donc je pense qu'il y a quelques années, on s'arrêtait beaucoup plus au salaire. C'était vraiment peut-être l'objectif premier, et aussi quand on commençait une carrière, hein, ce qui est compréhensible sur plein de points. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça reste important. Je pense que voilà, c'est enregistré. Voilà, ça reste quand même extrêmement important, bien sûr, mais je pense qu'on cherche également d'autres choses. On cherche à s'épanouir, on cherche, voilà, vous parliez des différentes sphères de la norme, tout ce qui est conciliation vie privée professionnelle, on sait également que c'est extrêmement important. Et je pense, ça voilà, on a déjà pu en échanger, mais que toute cette crise sanitaire, faut voir un peu le côté positif et voir de la résilience partout. Et il y a du positif à ça, parce que ça a mis en exergue des problématiques qui, je pense, auraient été vraiment discutées dans 10 ou 15 ans. Et donc, si je comprends bien, la norme est un outil qui permet de répondre à ces nouveaux enjeux, quelque part, à travers notamment le dialogue. Hein, je pense que tu l'as fait remarquer à juste titre, comme Hervé l'a également mentionné. On n'est plus uniquement dans une approche, j'allais dire, descendante, unilatérale. On est vraiment dans une idée de dialogue social qui est instaurée, qui permet finalement de définir les bonnes conditions qui conviennent aux deux parties, employeur-employé, de réalisation du travail, à la fois dans son contenu et dans sa mise en œuvre. Oui, tout à fait. Il y a forcément, de toute façon, oui, la direction a une partie extrêmement importante, et on n'est pas en train de proposer des choses non plus tout le temps incroyables, mais c'est vrai qu'on a forcément, moi c'est quelque chose que je dis souvent, et on ne peut pas en fait avancer sur une politique comme ça sans que la direction générale, donc pour nous la direction générale ou la direction classique dans des entreprises suivent ce projet et soient d'accord avec ce projet, parce que de toute façon sinon ça retombe comme un soufflé, hein, forcément. On a un dialogue qui est extrêmement important. Nous, c'est vrai qu'on travaille entre guillemets avec 2 gros organes de gouvernance, on va dire. On a un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an, donc qui est composé d'élus de la région Normandie, de la direction générale et vraiment de l'équipe projet. Donc voilà, pour valider les orientations et définir le pilotage global de la démarche. C'est vrai que région en santé, on est sur une politique, donc on a forcément des comptes à rendre entre guillemets, voilà, ou au moins expliquer ce qu'on fait. C'est un budget quand même, donc il y a des choses à expliquer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand même, on a quand même économiquement, c'est quand même un peu d'investissement qu'on retrouve derrière assez facilement au bout de quelques années. Et l'autre organe de gouvernance qu'on a, c'est nous ce qu'on appelle notre comité technique, qui se réunit tous les 2-3 mois et qui est composé en fait d'agents volontaires de différentes directions, de partenaires syndicaux, des représentants des agents des lycées. On estime en fait que ce comité technique, nous étant aussi vaste et avec autant d'agents, ça permet un petit peu d'avoir un petit organe décisionnaire qui représente un peu la région. On ne s'arrête pas à ça, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir des agents qui représentent à peu près sur tout le territoire. Et ça nous permet voilà, de définir les actions à réaliser ensemble.
sur les thématiques définies et sur les axes définis. Et c'est vrai que c'est, voilà, Monsieur Mounier, vous le savez, hein, vous êtes dans les deux comités, donc oui, tout à fait. Que ça permet voilà, de faire le point et d'avancer ensemble et tout simplement sur le côté participatif une nouvelle fois de toute cette démarche. Vous citiez, tu citais des axes, Romane, parmi les 4. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, que tu pourrais évoquer pour donner une idée concrète de ce que ça représente? Bien sûr, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'on a par exemple l'équilibre vie privée professionnelle qui nous est l'axe en ce moment qui est notre cheval de bataille avec tout ce qui se passe, avec un exemple voilà, où le télétravail, on a tous été confrontés à cette obligation du télétravail, je pense plus ou moins préparé. À la région, on avait commencé à le préparer avec un guide notamment. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais qui au final a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi expliqué le droit à la déconnexion avec le télétravail. C'était pas forcément si simple. On a la chance en plus à la région d'avoir une ergonome, donc on a aussi fait dans ce guide des petits exemples de comment bien se tenir derrière son poste de travail chez soi, donc pas avec le matériel forcément adéquat. Donc c'est vrai que et on a un gros projet qui arrive également, où on veut faire une expérimentation autour de services de conciergerie, donc qui là pour l'équilibre vie privée vie extrêmement intéressant. Et je reviens sur ce que vous disiez avant avec Hervé. C'est vrai que la beauté de cette démarche, c'est qu'on a la chance de pouvoir passer beaucoup par des expérimentations et que de toute façon, pour moi, en fait, il n'y a pas d'échec dans tout ce qu'on met en place parce que même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec. On en retire forcément des choses. Des fois, c'est juste parce que simplement, des fois, j'aime pas qu'on dire ça, mais c'est vrai, la collectivité n'était pas prête. Il y a des choses où des fois, on a envie de bousculer un peu tout, mais simplement, ce n'est pas forcément faisable. Et il y a forcément du bon à retrouver dans tout. Et par rapport aux axes que vous me demandiez, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut parler à beaucoup de personnes. Nous, on travaille beaucoup en ce moment, c'est autour de tout ce qui est conciliation travail et maladie, autour des maladies chroniques et du cancer. Donc, c'est un gros travail sur lequel on est. Donc, on a commencé par adhérer à Cancer at Work, qui est un groupement d'entreprises qui partage des bonnes pratiques, etc. Donc, je vous encourage grandement d'ailleurs à voir ce qu'ils proposent, parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. C'est des choses qui deviennent, je pense, indispensables au sein des entreprises et que c'est des sujets qui doivent absolument être pris en main. Actuellement, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui sont soit en maladie chronique, soit atteints de cancer, qui sont obligés de quitter leur travail parce qu'il n'y a rien pour les accompagner, alors que certains, ça pourrait continuer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire, on n'est pas en train d'aller vers un truc où vous avez un cancer, mais vous continuez à travailler jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. C'est absolument pas ça. C'est vraiment accompagner les agents qui veulent venir, c'est continuer à garder du lien, parce que c'est ça qui est très important aussi. Et parce que de toute façon, clairement, un agent qui est en arrêt pour maladie chronique ou pour cancer est encore un agent. Ce n'est pas un numéro de matricule, c'est encore un agent qui a autant sa place que d'autres. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a fait notamment un petit événement autour d'October Rose and November, donc pour que les agents puissent parler autour de tout ça. Et on a été assez surpris du nombre, de l'engouement de cette prise de parole, mais qui était du coup extrêmement importante et qui nous montre justement l'importance de la prise en compte de ces sujets. À travers les sujets que tu évoques, Romane, je constate qu'il y a différentes thématiques en fait, qui apparaissent, différentes problématiques qui sont abordées. Et peut-être un point important qu'on peut soulever à ce stade, c'est de dire que la norme permet de structurer tout ça dans une logique un peu cohérente, enfin pas un peu complètement cohérente, je dirais, pour pouvoir la manager. Et c'est, je pense, et tu me diras si je me trompe, mais aussi un des atouts, des attraits de cette démarche, c'est qu'elle permet d'aborder des sujets qui sont très larges. Quand on parle de santé, ça couvre beaucoup de thématiques, beaucoup de problématiques. De les aborder, l'ensemble de ces problématiques, de manière cohérente et complémentaire pour arriver à les traiter dans une approche de priorité et d'expression des besoins aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu confirmes ?
Forcément. Alors, simplement, pardon, je m'excuse, juste Frédéric, ce sera la dernière question, oui. Parce qu'en tant que maître du temps, voilà, pour qu'après on puisse présenter, puis s'il y a des temps de questions pour Romane et Hervé. Voilà, désolée. Émilie avait peur de ça, de toute façon, qu'on s'emballe avec Frédéric. Donc, voilà, la preuve est faite. Voilà, Romane, je ne vois pas pourquoi. Mais c'est pas moi qui vous coupe, j'ai embauché Audrey. Voilà, je vais vous laisser, Romane, poursuivre, et puis après, on verra si en effet il y a un temps de questions-réponses. Bien sûr, de toute façon, c'est ce que j'avais déjà dit, il n'y a pas de souci, mais si certains veulent aussi prendre mon contact pour échanger sur des sujets précis, il n'y a aucun souci. Et juste pour finir ce que tu disais, Frédéric, bien sûr, en fait, on est obligé de passer par de la méthodologie très précise qui nous permet en fait d'avancer sur certains sujets et de définir aussi des thématiques et des objectifs prioritaires, mais qui au final, nous, l'objectif final, c'est que tout se regroupe. Au final, on passe aussi par de la méthodologie pour convaincre, hein, on ne va pas se mentir. Nous, c'est l'objectif 2021, c'est que l'appropriation soit complète et par les agents qui se rendent compte, parce qu'on se rend compte en fait très vite, et vous pouvez tous vous en rendre compte aussi, tout le monde fait de la QVT, ou en tout cas des choses qui peuvent rejoindre la QVT, c'est juste comprendre ce qu'il en est et l'identifier comme tel. Voilà, et j'arrête de parler. C'était pas pour vous, Romane. C'est pour moi, mais pardon. Moi je ne dis rien, je laisse. Voilà, pardon. Non, simplement l'idée, là vous avez eu 2 témoignages, donc je ne sais pas si d'ores et déjà il y avait des questions avant qu'on passe à la partie vraiment de présentation de l'opération collective qu'on souhaite mener au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a des gens s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Parce que s'il n'y en a pas, Frédéric va me dire pourquoi je lui ai coupé la parole. Donc, sinon, je peux poser des questions, moi. Je ne sais pas. Je plaisante maintenant. Tout est clair pour l'instant? Oui, bonjour. Oui. Gwenaëlle Fège, Interinox. Je reprenais un petit peu la question que je vous avais posée sur le chat. En fait, l'idée, c'est est-ce que toute entreprise peut commencer une démarche de QVT? Est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà une démarche, par exemple, de prévention qui soit très aboutie? Est-ce qu'il faut déjà qu'il y ait autre chose, ou est-ce que n'importe quelle entreprise, du coup, peut commencer par de la QVT? Vous voyez, est-ce qu'il y a une démarche, est-ce qu'il y a un ordre en fait dans les différentes démarches, ou est-ce que c'est complètement déconnecté et que du coup on peut commencer par ce type de démarche? Du coup, est-ce que l'entreprise va être mûre ou pas? Vous voyez, c'est… Oui. Alors Gwenaëlle, on en parlera de toute façon après quand Émilie et Frédéric vont détailler. Mais Frédéric, si déjà tu veux donner des éléments de réponse. Oui, non, il n'y a pas de prérequis et il n'y a pas de niveau de maturité minimum pour se lancer dans la démarche. Je pense que chaque entreprise vient avec son historique, son vécu et avec ça peut construire une démarche de qualité de vie au travail. Et heureusement, d'ailleurs, je dirais, on est plutôt dans une logique inclusive et au service de tous. D'accord. Merci. Alors, moi j'avais une question à poser à Romane. Alors, tout d'abord, bonjour. Moi, je suis Sylvie Belin. Je travaille au sein du groupe VICA à l'île d'Abo, en Isère. Alors, ma question, elle est destinée à Romane. Donc, j'ai écouté avec vraiment beaucoup d'attention ce que vous avez dit. Vous avez parlé de plusieurs axes, dont celui, l'équilibre entre la vie privée, professionnelle, conciliation travail et maladie. Quels sont les autres axes sur lesquels vous avez travaillé également? Alors, on a travaillé sur ceux en lien avec la norme, c'est-à-dire les habitudes de vie. Donc là, c'est vraiment accompagner les agents vers les bonnes pratiques en matière de santé. Je vais revenir avec un questionnaire, je suis désolée, mais pour prioriser en fait les actions autour de tout ça, c'est vrai qu'on a fait aussi passer un questionnaire parce que les habitudes de santé, ça veut tout et rien dire, et que nous, on voulait prioriser un petit peu. Donc, avec ce qui est ressorti, on travaille en priorité sur l'activité physique et sur la prévention des addictions. Donc, on a un règlement intérieur, notamment addiction, qui est en train d'être mis en place. On a tout un axe également autour des pratiques de management, en fait, donc avec formation des managers, gestion interne, etc. Donc, c'est vrai que c'est les actions, on va dire, qui sont le moins perçues
par les agents et qui du coup sont un peu balancés avec les habitudes de vie parce que c'est grâce à l'axe habitudes de vie qu'on peut mettre en place des choses très fun au final et qui permettent aux agents de voir pas mal de petites choses. Je vois Émilie sourire parce que je vais parler de mes vélos bureaux. C'est vrai qu'on a mis en place 25 vélos bureaux à la région qui au final ont fait beaucoup parler et c'est ce qui a permis aux agents aussi de voir un peu ce qu'il y avait derrière aussi la QVT. Les vélos bureaux tout seuls, ça ne fait pas la QVT. Hein. Désolée de vous... de vous décevoir, mais ça permet, c'est vrai, d'amener quelques petites choses. Et le dernier axe, c'est vraiment, nous, en tout cas, autour des choses très basiques en hygiène-sécurité, autour de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration de l'environnement de travail, donc avec le bruit, l'ergonomie, tout ce qui est EPI, la prévention des troubles musculo-squelettiques, donc avec une expérimentation, par exemple, avec un exosquelette qu'on a acquis à la région pour la pose de faux plafonds pour les agents en lycée. Voilà pour les axes, mais on pourra sans problème, si vous voulez, en parler plus tard, vu qu'il reste que 12 minutes et que je ne sais pas parler en faisant des phrases courtes. Ok, merci beaucoup en tous les cas, merci. Hein. Pardon, en effet, vous pourrez après prendre contact avec les intervenants si vous avez d'autres questions. Et je vais me permettre du coup d'arrêter les questions pour l'instant, étant donné que je vais redonner la main à... Alors, je vais repartager mon écran pour redonner la main à Frédéric et Émilie. Alors, je ne sais plus lequel, dans quel ordre, mais je crois que c'est Émilie. J'y arrive. C'est Émilie voilà. qui reprend sur la belle image. Avec un beau monsieur qui fait du yoga. Voilà. Bonjour à tous, je vous l'ai dit rapidement. Donc, moi, je travaille à la délégation régionale du groupe AFNOR, donc Auvergne-Rhône-Alpes étant la collègue de Frédéric. Et donc, j'ai le plaisir de déployer en partenariat avec toute l'équipe du MFQ, Audrey, Chloé, qui sont présentes, cette opération collective que nous vous proposons ici. Donc, sachez que ce type d'opération ou de formation-action, ce n'est pas une première pour le groupe AFNOR. On en déploie déjà en région centre, je crois qu'on en est la 3e, et puis en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on était un petit peu jaloux du côté Auvergne-Rhône-Alpes, et donc on s'est associé au MFQ qui est très intéressé par ces sujets pour vous proposer cette opération. Alors, est-ce que j'ai la main, moi, pour en fait, finalement, non pour changer ma slide, Audrey. Donc, l'objectif... Merci, super. Alors, l'objectif de cette formation-action, c'est bien de constituer un collectif d'organisation. Je dis organisation, vous avez vu, là, on a 2 structures publiques, en entreprise publique, privée, pour les aider à initier une démarche qualité de vie au travail et faire monter en compétence leurs référents sur le sujet, des chefs de projet. On est vraiment, et ça on tient à le dire, sur un projet d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de prérequis a priori pour rentrer dans cette démarche, il y a quand même celui d'être motivé, c'est-à-dire d'être vraiment une entreprise qui a prévu de consacrer du temps, des moyens au déploiement de ce projet sur 6 mois. Alors, il est cadencé en 4 phases, ce projet. C'est déjà une formation à la fameuse norme dont vous avez entendu parler, cette norme québécoise, canadienne, maintenant d'ailleurs, entreprise en santé. Et puis, on a une série d'ateliers, tout en ligne, digitalisés, qui visent à faire le point sur le déploiement de la démarche qui existe en entreprise. Mais ça, Frédéric va vous en parler davantage dans le programme. On a prévu aussi une journée d'accompagnement individuel pour vraiment s'intéresser à vos problématiques particulières et rentrer peut-être davantage sur vos points de blocage ou vos besoins spécifiques. Et on finira cette opération collective par un temps de benchmark, de bilan de vos actions, de partage d'expériences. Donc, en tout et pas pour tout, ça correspond à 7 demi-journées de temps collectif en distanciel. Voilà, on s'adapte à la période actuelle et une journée sur site répartie sur à peu près 6 mois. Voilà, on n'a pas compté le mois d'août. Donc Audrey, je pense qu'on va repasser la parole à Frédéric qui va présenter les différentes phases un peu plus précisément.
Alors, la première phase, c'est la phase d'appropriation de la norme. Effectivement, alors il me semblait qu'on avait une petite diapo qui présentait la norme, mais non, on l'a pas mise. Tu l'as déjà présenté en fait, non? Oui, quasiment. Oui, oui, oui. Donc, il faut savoir en gros qu'on intervient sur 4 sphères. Alors, les sphères, elles ont pour vocation de couvrir l'ensemble des problématiques de santé. Donc, on est sur une logique où on part de sujets plutôt collectifs, notamment on aborde la sphère environnement de travail. Ensuite, on cible un peu plus sur des sujets un peu plus dans un champ un peu plus restreint avec la notion de pratique managériale, où là, on est un peu plus dans des interactions entre des groupes. Ensuite, on affine encore l'approche à travers la sphère conciliation vie personnelle, vie professionnelle, où là, on va être sur des cas de figure un peu au cas par cas ou ce genre de choses. Et puis, on termine avec la sphère habitude de vie, où là, on interpelle, où on suscite la prise en compte de sa santé auprès de chaque collaborateur pour qu'il s'approprie aussi cette dimension au sein de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a 5 étapes de déploiement qui correspondent, on va le voir dans la phase 2, aux 5 ateliers qui sont proposés et qui permettent de déployer de manière méthodologique la démarche. Donc, la première étape, c'est bien sûr l'engagement de la direction, et ça, c'est un élément extrêmement important, puisqu'on doit pouvoir, et Hervé l'a très bien précisé, et Roman aussi d'ailleurs, hein, il faut que ce soit un projet d'entreprise. On ne peut pas initier ce genre de démarche si la direction n'est pas partie prenante de cette action. Et ensuite, il faut assez vite mettre en œuvre un organe de gouvernance qui permette de piloter cette démarche pour animer, coordonner et faire vivre la démarche, sachant que la troisième étape, c'est la collecte d'informations. On a beaucoup parlé de prise en compte des besoins et attentes des collaborateurs. Donc, c'est un des ateliers sur lequel on va travailler pour faire émerger les besoins et attentes et s'appuyer sur cette matière-là, sur cette remontée d'informations pour proposer des actions. Donc, c'est la quatrième étape, formaliser un plan d'action qui s'appuie sur les besoins et attentes. Tout ça orchestré par l'organe de gouvernance, le comité santé mieux-être qui sera mis en place. Et puis donc déployer ces actions-là. Et là, on verra un élément essentiel, c'est de faire participer les collaborateurs, évidemment, dans ces actions proposées. Et d'exploiter les résultats. Alors, exploiter les résultats d'une part au moment de la collecte des données, d'une part, ça c'est la première étape, mais une fois que les actions sont mises en œuvre, et bien d'évaluer évidemment les résultats de ces actions pour voir si elles ont bien répondu aux besoins qui étaient exprimés. Et à travers cette logique, on est dans une approche d'amélioration continue, une approche itérative qui doit alimenter les actions suivantes au regard des résultats des actions réalisées. Voilà, donc 5 ateliers à distance qui doivent vous permettre de mettre en œuvre de manière très opérationnelle votre démarche QVT. Alors ensuite, pour vous aider dans le déploiement de chacune de ces étapes, il y a évidemment l'accompagnement individuel qui est proposé. Il faut garder en tête le fait qu'il y aura entre chaque atelier des travaux intersessions, et ça c'est extrêmement important de le partager parce que les temps d'échange qu'on va avoir en distanciel vont permettre de cadrer la méthodologie et ce qui est attendu dans l'étape en question. Mais ensuite, le travail va se réaliser de manière asynchrone, je dirais, hors atelier, pour que vous mettiez en œuvre les éléments qu'on aura partagés lors de ces ateliers. Donc, les ateliers vont avoir quand même un caractère opérationnel, ils vont vous donner des éléments pour que vous soyez autonome en phase d'intercession pour mettre en œuvre les différentes actions, enfin les différentes étapes que vous avez à traiter. Et l'accompagnement individuel doit vous permettre ponctuellement de préciser certains aspects, de calibrer, enfin voilà, d'ajuster certains éléments de méthodo ou de mise en œuvre si besoin, en fonction, j'allais dire, des besoins que vous évoquerez, enfin auxquels vous serez confrontés selon l'avancement de votre projet, de votre démarche. Donc, à ce stade, a priori, cet accompagnement individuel sera fait par mois, assurément. Peut-être une autre personne se joindra à nous. On va voir, ça va dépendre un petit peu de vos retours suite à cette web conférence, notamment pour calibrer tout ça.
J'en profite parce qu'on est presque à l'heure, Frédéric. C'était juste pour dire s'il y a des personnes qui, à un moment donné, à 15 heures, doivent absolument enchaîner sur autre chose, les supports vous seront envoyés avec les contacts aussi, les personnes à contacter si vous avez des questions. Voilà. Et vous avez un lien qui doit vous être envoyé par chat. Si ce n'est pas fait, ça va être dans quelques instants, avec un questionnaire d'évaluation. Voilà. Mais je te laisse, Frédéric, finir. Voilà, c'était juste pour les personnes qui risquaient de partir. Tout à fait, merci Audrey. Et effectivement, le dernier point, c'est la phase 4, hein, la clôture hein, du programme d'accompagnement dans lequel on fera un retour d'expérience, un benchmark, et puis on pourra partager les succès, les difficultés, et puis prévoir la suite aussi, hein, les perspectives de continuité, de déploiement et de mise en œuvre. Voilà, pour l'essentiel. Émilie, c'est à toi, je crois. Oui, enfin, on voulait vous montrer que c'est bien un projet d'entreprise, hein, donc il y a des engagements de par l'organisation qui s'inscriraient. Il faut vraiment qu'elle ait la volonté de conduire un véritable projet pour l'entreprise, qu'elle désigne un chef de projet et un sponsor de la démarche. Donc ça, c'est un des plus hein, dont je parlerai tout à l'heure ou pas de la démarche, c'est que cette formation action, elle s'adresse à 2 personnes, en tout cas elle est en collectif, de manière à ce que le chef de projet soit aussi appuyé par un des dirigeants. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. Il s'agit bien entendu d'être assidu et actif dans ces sessions collectives, puisqu'elles viennent jalonner le déploiement de votre démarche au sein de votre organisation. Donc, il y aura que des travaux d'intercession. Alors, pas d'inquiétude, hein, jusque-là, d'autres ils ont passé, ne s'en sont pas plaints. Ça se fait facilement. Vous êtes tout à fait aiguillés, outillés par Frédéric et aussi par le collectif d'organisation que vous constatez cours de cette formation en action. Voilà. Il ne faut pas hésiter non plus à impliquer d'autres acteurs de l'organisation dans le déploiement de cette démarche, comme Romane et comme Hervé nous l'ont montré. Il s'agit d'avoir une gouvernance la plus large possible pour pouvoir embarquer et être légitime aussi dans les actions choisies. On peut peut-être avancer d'ailleurs, Audrey. Je vais continuer. Alors, peut-être juste la slide précédente, quelque chose qui me semble sur lequel il peut être important d'insister. Donc, c'est un format qui plaît dans la mesure où elle permet des échanges de pratiques hein, entre organisations. Donc, bien qu'on ait digitalisé cette opération, on a souhaité conserver ça. Je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse à 2 personnes de l'entreprise. Il y a aussi autre chose qui me semble intéressant à souligner, c'est que suite à cette formation action, on propose aux chefs de projet et ou aux sponsors de faire certifier ses compétences. Alors, ce n'est pas dans le package à proprement parler là qu'on vous propose aujourd'hui, mais les 2 personnes qui auront suivi ces formations à action seront en mesure, haut la main, à mon avis, de faire certifier leurs compétences par AFNOR Certification. Donc, ça peut être un plus aussi pour valoriser vos collaborateurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Audrey, sur cette slide. Je pourrais vous donner des explications complémentaires. Donc aujourd'hui, on a prévu un premier lancement pour un premier groupe d'entreprises au 26 avril de 2021. On va voir si on le tient hein, en fonction de votre engouement pour ce dispositif. Et donc c'est une démarche qui est assez cadencée. On a posé là un calendrier qui est donné à titre indicatif. Hein, il est évidemment susceptible d'être modifié. Mais voilà, on tient à vous dire que c'est vraiment un temps cadencé sur 6 mois qui aurait donc vocation à se terminer en octobre 2021. Donc, on est sur une opération flash, mais en général, ça plaît. Je continue. On va rentrer dans le vif du sujet avec les conditions d'adhésion. Donc, comme on vous l'a dit, on accueille vraiment tout type d'organismes, hein, publics, privés, dès lors qu'elle est motivée pour améliorer les conditions de travail de son organisation. 2 personnes, je vous l'ai dit. On fera des groupes parce que c'est en digital qui sont limités à 6 entreprises. Après, c'est une opération qui est facile à monter pour nous. Donc, on a plutôt envie, là, avec le MFQ, de créer plusieurs groupes que de créer un grand groupe. Donc, ça pourrait être un dispositif qui se reproduit facilement.
Et donc, comme on le fait en partenariat avec le MFQ, on a et futur AFQP Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi, on a un tarif préférentiel pour leurs adhérents, donc la totalité du dispositif et à un coût de 1 950 € hors taxe. Puis pour les autres organisations qui ne seraient pas adhérentes de la FQP, on prévoit un tarif de 2 150 € hors taxe. Voilà. Bon, sachez bien évidemment que cette formation qui est portée par AFNOR Compétences est éligible au CPF. Donc, je centraliserai les bons d'engagement, je coordonne la démarche. Mais aujourd'hui, votre contact sera Audrey. Voilà, j'ai quelques petits soucis informatiques du côté AFNOR. Merci. Voilà. Oh, à peine. À peine. Alors, mais on a des super partenaires. Donc, ceux qui lisent pas les journaux, vous regarderez, on se fait tous attaquer, qu'on soit une collectivité, une entreprise ou autre. Donc, à l'AFNOR, vous ne faites pas exception, mais vous êtes loin d'être les seuls à subir ce type d'attaque informatique. Ouais. Donc, en effet, pour l'instant, je suis en effet le contact. Et puis après, je pourrais rerouter en fonction des questions auprès de Frédéric ou d'Émilie. Je ne sais pas, là, il est 15h, il est passé déjà 15h. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà qui auraient des questions par rapport à ce qu'il vient de présenter sur le dispositif? Enfin, moi, c'est un peu hors cadre. Donc, c'est pas vrai, Dominique, parce que peut-être qu'on peut venir jusqu'en Belgique. Mais exactement, c'est ce que j'allais proposer. Donc, en fait, je te laisse te présenter, Dominique, peut-être. Oui, voilà. Donc, en 2 mots, j'ai dirigé pendant 20 ans le mouvement Wallon pour la qualité qui, malheureusement, suite à une perte de subsides, est totalement dissous. J'ai suivi la formation et je suis aussi, reconnue par AFNOR Compétences sur la QVT. Je suis la première Belge à l'avoir, yes. Je me souviens maintenant, oui. Bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, Gilbert, Frédéric, je souhaitais reprendre contact avec toi, etc., puisque je suis en train vraiment de me repositionner et je vais recréer une structure, non pas telle quelle comme le mouvement Wallon pour la qualité, mais je trouve dommage que la Wallonie perde un outil qualité tel qu'on l'avait. Et donc, je suis très intéressée effectivement donc, à déployer la démarche QVT, puisque ça fait partie de mon, je veux dire, dans un de mes métiers que je vais développer. Et donc, voilà, moi, je suis très intéressée à pouvoir, et je suis, je veux dire, heureuse d'avoir entendu déjà les 2 témoignages, parce que ça fait sens avec tous les contacts et tous les besoins qu'on a ici aussi en Wallonie. Donc, ouais, bien sûr. Donc, gardons le contact, grand Dieu, Audrey, Frédéric, etc. Donc, moi, c'est dans ma to-do list dans les mois qui viennent. Voilà. Avec grand plaisir, Dominique. Et donc, je pourrais reprendre tes coordonnées après, hein, Frédéric. Oui. Tout à fait. Je me permettrai, Dominique, je pourrais te les transmettre. Super. Super, merci beaucoup. Voilà. Et j'attends beaucoup des échanges aussi internationaux, je dis, francophones. Oui, bien sûr. Ça fait écho, ça, à un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais il y a eu des échanges francophones sur la QVT, qui ont embarqué évidemment nos amis québécois, et aussi le Sénégal, et aussi quelques pays d'Asie, le Vietnam, je crois me souvenir. Et puis, bien sûr, la Belgique. La Belgique, et évidemment. Et je crois même la Suisse, de mémoire. Ouais. D'accord. Je vous remercie. Pour l'instant, on va déjà essayer de monter notre action en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je ne doute pas qu'en Belgique, en Wallonie, avec Dominique, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On se connaît bien. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres questions? Je n'arrive pas à voir s'il y a encore beaucoup de monde de connectés. Il y a des gens qui sont déconnectés. Il y a 18 personnes connectées pour l'instant. D'accord, donc il y en a quelques-unes qui sont parties. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en lien avec l'action? On va vous envoyer tous les documents de toute façon. Sinon, je vous propose de clôturer, comme il est 15h06. Je voulais surtout, je vais en profiter, je voulais remercier déjà les 2 personnes qui ont accepté de témoigner, Hervé Titeta et puis Roman Maurice, parce qu'on sait que quand on lance ce type d'opération, d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont passées par là, du coup, c'est un autre regard et c'est peut-être d'autres mots et ça peut aussi répondre à certaines interrogations.
évidemment, je remercie plus que grandement l'AFNOR, enfin Émilie et Frédéric, dans un contexte en ce moment pas simple pour vous. Mais je suis ravie en tout cas qu'on ait pu faire cette conférence avec vous et au plaisir du coup de démarrer cette action en avril avec des adhérents ou pas de notre réseau. Peu importe, le principe au MFQ, c'est le travail en collectif, les échanges de bonnes pratiques. Donc, on ne se ferme pas qu'aux personnes qui sont adhérentes et on sera un plaisir aussi d'avoir dans l'action collective des personnes extérieures à notre réseau. Voilà. Super. Merci à tous. Merci Audrey pour Merci Audrey, l'organisation, voilà, la mise à disposition et le soutien, c'est précieux. Donc, merci beaucoup. Et merci bien sûr à la CCI Nord-Isère de m'héberger. Ouais, et puis à Hervé et Romane pour votre témoignage en mon nom. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci. À bientôt.